Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux espaces hermitiens. Hermitien du nom du mathématicien Charles Hermite, français, du 19e siècle. Alors, les espaces hermitiens, c'est un petit peu les pendants des espaces euclidiens, sauf que là, on a affaire à des C-espaces au lieu d'avoir affaire à des R-espaces. Donc E est un C-espace vectoriel et je le répéterai plus après. L'application de semi-linéaire, c'est une application de... Si E et F sont deux C-espaces, c'est une application de E vers F qui vérifie ça. D'accord ? Une forme sesquilinéaire, c'est une application F définie sur E croix E à valeur densée, on dira une forme sesquilinéaire sur E, et vérifiant. Alors pour l'addition, linéarité à gauche, linéarité à droite. Pour la multiplication, c'est plus compliqué. Linéarité à droite, mais semi-linéarité à gauche. D'accord ? Donc en fait, globalement, c'est une application qui est semi-linéaire à gauche et linéaire à droite. Exemple, dans C au carré, alors si on note X et Y, c'est pas des règles, hein, c'est bien des nombres complexes. X', Y' aussi. F de U, U' est égal à ça. Alors que je peux écrire comme ça, en factorisant X bar et puis Y bar. Auquel cas, c'est évident de voir que c'est linéaire pour l'addition. D'accord ? Voilà. Et puis, je peux l'écrire aussi comme ça. X', Y', auquel cas je vois bien que c'est linéaire par rapport à l'addition. Alors, pour la multiplication par lambda, là aussi je voyais, hein, si je multiplie U par lambda, il va y avoir un lambda bar ici qui va apparaître. D'accord ? Donc en fait, je vais avoir f de lambda U, U' qui sera égal à lambda bar f de U. Bon, je peux aussi le réécrire complètement pour le voir. Par contre, ici, je vois bien que si je remplace de l'autre côté, quand f de U, lambda U', si je remplace ça par lambda x' et ça par lambda y', à droite, ça va juste être multiplié par lambda. D'accord ? Et donc, je vais obtenir ça. Alors, une forme hermitienne, c'est une application de E croix E vers C, sesquilinéaire, et vérifiant en plus ça. Conjugué de f de xy égale f de yx, quel que soit xy appartenant à E. Donc, si je remplace y, si je prends y égale x, ça nous ferait ça. Et donc, ça fait que f de xx appartient à R, quel que soit x appartenant à R. Si je prends l'exemple 1 précédent, f de u', barre conjuguée de f de u', je vous laisse regarder, hein, je prends ici les conjugués, c'est tout simple. Et puis f de u'u, j'inverse les primes et les pas primes, hein, et je constate qu'effectivement, c'est bien égal. Donc, cette forme que j'avais ici, elle est hermitienne. Forme quadratique hermitienne. Alors, j'ai une forme hermitienne définie sur E. La forme quadratique, c'est comme pour les formes quadratiques quand on avait les formes bilinéaires symétriques. Hein. Là, c'est ce qui correspond, ce qu'on a vu là, c'est ce qui correspond à la symétrie, là, ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire ça. D'accord ? Alors, là, c'est l'application qui a x fait correspondre fxx appartenant à f. C'est une forme quadratique, c'est la forme quadratique associée à f. Et quel que soit xy appartenant à E et lambda appartenant à C, on a ça, et puis ça. Alors, commençons par le premier f. Phi de lambda x, c'est f de lambda x, donc ça fait semi-linéarité à gauche, donc lambda bar f de x, lambda x. Linéarité à droite, lambda bar lambda f de x. Donc module de lambda au carré, phi de x. C'est là maintenant. Phi de x plus y, c'est ça. Donc je développe. Hein, comme c'est linéaire, c'est de l'addition, donc là je développe tranquillement f de x, x plus y, plus f de y, x plus y. Donc ça fait f de xx plus f de xy plus f de yx plus f de yy.
f de yx, ça fait f de xy bar. Donc ça fait que ici, je vais avoir f de xy plus f de xy bar. Donc je vais avoir deux parties réelles de f de xy. Voilà, parce que ça fait phi de x et ça phi de y. Voilà, donc j'obtiens bien ce résultat. Et maintenant, je passe à l'autre qui est un peu plus compliqué. Donc j'étudie phi de x plus y. Ah oui, alors phi de x plus y, c'est ça. Phi de x moins y, ben c'est quand je remplace y par moins y. Bon, phi de moins y, ça va faire phi de y, hein, d'après la formule que j'ai vue ici. Bon, puis là, je vais me retrouver avec deux parties réelles de f de x moins y. Mais là, linéarité, ça fait moins 2 parties réelles de f de xy. Phi de x plus y moins phi de x moins y, ben ça va me supprimer les phi de x, phi de y. Il va rester 4 parties réelles de f de xy. Maintenant, je remplace le y par iy. Donc ça fait ça. Alors ça va donner quoi? C'est 4 parties réelles. Là, je sors le i, linéarité à droite. Donc ça fait i f de xy. La partie réelle, c'est quoi? C'est ce nombre complexe plus son conjugué divisé par 2. Ce nombre complexe plus son conjugué divisé par 2. Donc ça fait 2i, facteur de f de xy, moins f bar de... Enfin, f de xy bar. D'accord? Et donc, ça c'est ce truc-là. Alors, ça va faire 2i. Alors, ça, j'ai un complexe moins son conjugué. Ben, ça fait 2i fois la partie imaginaire du complexe. Donc, ça fait moins 4 images de... partie imaginaire, pardon, de f de xy. Donc, quand je fais f de xy, qui est la partie réelle de f, plus i fois la partie imaginaire, la partie réelle, je l'ai ici, je divise ça par 4, d'accord? Et la partie imaginaire, il faut que je divise ça par moins 4, d'accord? Donc ça fait plus i, et puis ce truc-là divisé par moins 4, je remonte le moins. Et donc ça fait ça. Et ça, je compare avec le résultat qui était escompté, et c'est bon. Nous voyons maintenant le cas particulier de la dimension finie, donc une forme sesquilinéaire dans un C espace vectoriel E de dimension finie, rapporté à une base B quelconque, deux vecteurs, et donc on a f de xy qui est égal à ça, et je vous laisse vérifier, donc ça fait ça. Là j'ai utilisé la semi-linéarité, et là la linéarité. Donc f de xy va être égal à ça, où AIJ est égal à f de IEJ. Alors là, j'appelle grand A la matrice des AIJ, c'est-à-dire des f de IEJ. Donc c'est une matrice carrée d'ordre n, à coefficient dans C. Et si j'appelle grand X, grand Y, les vecteurs colonnes des coordonnées de XY, chez Y bar, AY c'est une colonne des alpha I, les alpha I sont égaux à ça, il suffit de faire ce calcul. Et Tx bar AY va être égal à ça. C'est-à-dire la somme des alpha i xi bar, c'est-à-dire des xi bar, et les alpha i c'est ça, et donc je retrouve bien f de xy, c'est-à-dire le résultat que j'avais ici. Réciproquement, si je prends une matrice A de Mn de C relativement à la base B, je considère l'application qui a xy associe Tx bar AY, ben c'est une forme pré-hilbertienne. En effet, on voit bien que si on remplace x par lambda x plus z, le grand X va être remplacé par lambda bar par lambda grand X plus z, et donc quand on va faire transposer de ça, ben ça fera lambda bar transposé de x plus transposé de z, et donc en développant on va facilement avoir que f de lambda x plus z y est égal à lambda bar f de xz plus f de yz. Et puis on aura aussi de la même façon la linéarité par rapport à y. Si je remplace y par
lambda y plus z, bon, ça se développe facilement, et f de x lambda y plus z va être égal à lambda f de y de xy plus f de xz. Donc elle est sesquilinéaire, f de xy est égal à ça, parce que quand je développe ça, c'est un travail que j'ai déjà fait ici. Hein, et donc ça donne ça. Et f de IEJ, f de IEJ, c'est quand je prends ici au rang I, il y a 1, et au rang J, il y a 1. Et donc les seules fois où ça, c'est pas égal à 0, c'est quand ça vaudra 1 fois 1 pour AIJ. Donc f de EIEJ est égal à AIJ. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si f est une forme sesquilinéaire sur E avec une base quelconque B, on appelle matrice de f la matrice ici, et on a f de xy égale tx bar à y relativement à b, quel que soit xy appartenant à E. Et si A est une matrice AIJ, et qu'on définit f comme ça, d'accord, eh bien c'est une forme sesquilinéaire de matrice A, parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est que la matrice de F, c'était justement la matrice A. Enfin, le C espace vectoriel des formes sesquilinéaires de E est de dimension n au carré. Et relativement à une base quelconque de E, on a un isomorphisme qui à F, appartenant à SQ de E, associe sa matrice. C'est un isomorphisme d'espace vectoriel. En effet, si FG appartient à SQ de E avec des matrices A et G, donc A c'est la matrice de F et B la matrice de G, eh bien je regarde quelle va être la matrice de lambda F plus G, donc je fais ça, en fait, hein, je fais ça, et là, c'est-à-dire je calcule les lambda F plus G en EIEJ, et je dis que c'est lambda F de EIEJ plus... oui, c'est ça, plus G de IEJ. Et là, je vais trouver quoi? Ben, je vois apparaître la matrice lambda A plus B. D'accord? Donc, j'ai bien ça. Donc, c'est bien linéaire. On a vu que c'était un surjectif, puisque quand on prenait une matrice, c'était l'image d'une forme sesquilinéaire, c'était l'image d'un petit f ici. Hein, d'accord? Et donc, on a vu qu'elle était surjective. Alors maintenant, injective. Le fait psi de f est égal à 0. Alors si psi de f égale 0, ça veut dire que la matrice est nulle. Donc comme on a f de xy égale tx bar a y, ça fait tx bar 0y. Évidemment, ça fait 0 quel que soit xy. Donc f est nul. Donc psi est un isomorphisme. Et donc, on a un isomorphisme. Et donc, ces deux espaces vectoriels ont la même dimension, comme celui-là a la dimension n au carré, l'autre a la dimension n au carré. Matrice hermitienne pour n supérieur ou égal à 1, une matrice de Mn de C est hermitienne si Ta bar est égal à A. Alors Ta bar c'est pareil d'ailleurs que c'est transposé de A bar, c'est-à-dire on fait conjuguer puis transposer, mais on peut faire l'inverse, c'est exactement la même chose. Et ça équivaut à dire que AIJ bar conjugué de AIJ est égal à AJ. Si E est un C espace vectoriel de dimension n, B une base de E et F de E croix E vers C, sesquilinéaire de matrice A, alors dire que F est hermitienne, ça équivaut à dire que A est hermitienne. Démonstration, si F est hermitienne de matrice A, je prends Ta bar que j'appelle A', c'est la matrice A'Ij, A'Ij va être égal à AJ bar, est égal à conjugué de f de JEI. F hermitienne, ça implique ça. Donc, quel que soit IJ, AIJ va être égal à A'Ij. Donc, A' va être égal à A, donc Ta bar égale A. Donc, la matrice est hermitienne. Inversement, si elle est hermitienne, puisque f de yx est égal à ça, ça va faire ty bar, Ta bar, je remplace ça par Ta bar, et donc ça fait conjugué de ça, il suffit que je mette ça ici, et donc en prenant les transposés, ça est égal à ça, parce que transposé de y, transposé de a, et transposé de x bar. Donc ça fait f de xy bar, donc f est hermitienne. Remarque, l'ensemble FSH de E des formes sesquilinéaires hermitiennes de E n'est pas un C-espace, mais c'est un R-espace. En effet, bon, l'application nulle est une forme sesquilinéaire hermitienne. Si lambda appartient à R,
fg si s linéaire et hermitienne et xy appartenant à E, lambda f plus g de yx égale lambda f de yx plus g de yx égale lambda f de xy bar plus g de xy bar. Et si lambda est réel, bah, je peux remplacer lambda par lambda bar, et du coup j'obtiens ça. D'accord? Et donc ça prouve bien que c'est un R espace. Mais si lambda n'appartient pas à R, par exemple, lambda égale I. Si je prends IF plus G de YX, ça va faire I F de XY conjugué plus G de XY conjugué. Alors que le conjugué de IF plus G de XY, c'est moins I conjugué de F plus conjugué de G. Alors ça peut être égal, bon, ces deux-là ils sont égaux, ça va être égal si et seulement si conjugué de F de XY est égal à moins conjugué de XY. Mais si F est non nul, il existe XY tel que F de XY différent de 0. Et donc ça veut dire ça. Et donc ça veut dire ça. Parce que dire ça c'est équivalent. Il suffit de reprendre le conjugué. D'accord? Et à ce moment-là, on n'aura pas l'égalité. Donc on voit bien que ce n'est pas un C espace vectoriel. De la même façon, l'ensemble des matrices hermitiennes n'est pas un sous-espace vectoriel du C espace vectoriel M de C. Changement de base, BB' de base de E, F une forme sesquilinéaire hermitienne sur E, P la matrice de passage de B à B', A la matrice de F dans B, A' dans B'. J'ai donc F de XY avec les conventions habituelles qui est égal à Tx bar AY égale Tx' bar A'Y'. X est égal à Px', Y égale Py'. Donc ça va me faire, quand je prends le conjugué de X bar, bah, ça va faire Tx' bar Tp bar, A et Y, Py'. Et ça doit être égal à ça, quel que soit X', Y'. Ce qui revient à dire en fait que, si j'appelle ça Z, ça revient à dire que Tz fois cette matrice fois Y' va être égal à Tz A', Y'. Et donc, quel que soit Z et puis Y'. Donc, ça veut dire que ces deux matrices-là sont égales. Et donc, voilà la formule de changement de passage A' égale Tp bar. Alors, quand je dis Tp bar, je rappelle, ça veut dire que soit je prends conjugué d'abord et transposé après, soit transposé d'abord et conjugué après, c'est pareil. AP. Remarque, dans Mn de C, j'ai une relation d'équivalence. Il existe A est équivalent à B si il existe P inversible tel que B égale Tp bar AP. C'est une relation d'équivalence parce que A est égal à TIN bar AIN, donc A est équivalent à A. Si A est équivalent à B, j'ai ça avec P inversible, donc TP aussi. On sait que si Q est inversible, Q bar va être inversible et que Q bar moins 1 va être égal au conjugué de Q moins 1, car Q fois Q moins 1 égale IN, ça implique que Q bar fois Q moins 1 bar est égal à IN, parce que le conjugué de IN, c'est IN. D'accord? Et que le conjugué de A fois B, c'est le conjugué de B fois A. Ça, c'est tellement évident que je ne le fais pas. C'est le conjugué de A fois le conjugué de B, tellement évident que je ne le fais pas. Donc A va être égal à ça. Là, je multiplie, pour isoler A, je multiplie à gauche par Tp bar moins 1, et puis à droite par P moins 1. Donc ça fait transposer de P bar moins 1 fois B fois P moins 1. Donc ça fait ça, d'accord? Et donc B est équivalent à A. Et puis si j'ai A équivalent à B, B équivalent à C, j'ai ces deux relations-là avec P et Q inversible. Et donc ça me fait C est égal à TQ bar. Je remplace A, TQ bar, je remplace B par TP bar, donc TP bar, A, P, d'accord, et Q. Donc ça fait T de PQ par A, PQ. Et comme P et Q sont inversibles, PQ est inversible. Donc A est équivalent à C. F est une application de E croix vers C. Si elle est sesquilinéaire, alors f de 0x égale f de x0 égale 0, quel que soit x appartenant à E. Et si elle est hermitienne, de forme quadratique phi, alors phi de 0 égale 0. Et phi de x égale phi de moins x égale phi de x, quel que soit x appartenant à E. La première,
f de vecteur nul et x est égal à f de 0, c'est-à-dire le complexe 0, vecteur nul, virgule x. Je sors le 0, ça fait 0 bar f de vecteur nul x, donc ça fait 0. Et de la même façon ici, en sortant le 0. Phi de 0 égale f de 0, 0, bah, c'est égal à 0 en appliquant ça. Phi de 0 égale f de 0, oui, est égal à 0. Phi de x, bah, c'est norme de i au carré phi de x, donc ça fait bien phi de x. Et phi de moins x, c'est moins 1, c'est module de moins 1 au carré phi de x, donc ça fait phi de x. Propriété, phi une application de E vers R, c'est une forme quadratique hermitienne, si et seulement si elle vérifie ça. D'accord? Alors, nous, ce qu'on a déjà démontré, c'est que si, on a déjà démontré cette partie-là, si elle est quadratique et hermitienne, on a tout ça. D'accord? Alors maintenant, il faut qu'on montre que ça implique que phi dérive d'une forme sesquilinéaire hermitienne. Et forcément, si elle dérive d'une forme sesquilinéaire hermitienne, on sait que cette forme f est forcément définie comme ça. Donc en réalité, il nous suffit de démontrer, puisque là, on met dans les hypothèses que c'est une forme sesquilinéaire hermitienne. C'est vrai que si on a ça, on a ça. Là, il faut démontrer que f est bien la forme qui est associée à la forme quadratique. Autrement dit, il suffit de démontrer que phi de x est égal à f de xx. Donc, f de xx, je remplace y par x. Donc, ça fait ça. Et j'observe que x plus x est égal à i facteur de x moins ix. Donc, phi de ça est égal à phi de ça. Et donc, ça annule ça. Phi de 0, ça fait 0, puisque c'est dans les hypothèses. Et donc, je trouve que ça fait phi de 2x sur 4. Moins 0, donc phi de 2x sur 4. Et comme c'est vrai quel que soit x, si j'ai le droit de remplacer x par x sur 2, et ça me fait ça. Comme elle est sesquilinéaire, f de xx égale f de 2x sur 2, 2x sur 2, je sors 2 fois les 2, ça fait 4 f de x sur 2, x sur 2. Que je remplace par ça, et je trouve f de xx est égal à phi de x, quel que soit x appartenant à E, c'est gagné. Orthogonalité, f, une forme hermitienne, sur le C espace vectoriel E, x, y appartenant à E. On dit que x est orthogonal à y si et seulement si f de xy égale 0. Ce qui équivaut à dire que conjugué de f de xy est égal à 0, c'est-à-dire f de yx égale 0, ce qui équivaut à dire que y est orthogonal à x. Si A est une partie de E et que x appartient à E, on dit que x est orthogonal à A si x est orthogonal à tout élément de grand A. Et ça équivaut à dire que x est orthogonal à la partie engendrée par A. Démonstration? Si x est orthogonal à A, et si je prends y appartenant à la partie engendrée par A, y s'écrit donc comme une combinaison linéaire finie d'éléments de A, f de xy va être égal à f de x et somme de tous ces trucs-là, donc j'utilise la linéarité, ça fait somme de lambda k f de x à k, et comme x est orthogonal à A, il est orthogonal à k, donc tout ça, ça vaut 0. Donc ça fait 0. Donc x est orthogonal à la partie engendrée par A. Et inversement, si x est orthogonal à la partie engendrée par A, bah, x va être orthogonal à tout A qui appartient à cette partie engendrée par A, et notamment à tout A appartenant à A, puisque A est inclus dans la partie générée par A. Donc x est orthogonal à A, et donc j'ai bien l'équivalence. Deux parties A et B de E sont orthogonales. On note comme ça, si A est orthogonal à B, quel que soit A, B appartenant à la croix B, alors la partie engendrée par A va être orthogonale à la partie engendrée par B. En effet, si A appartient à B, alors A est orthogonal à B. Donc si A est orthogonal à B, quel que soit A appartenant à A, hein, puisque je suppose ça,
Donc A est orthogonal à B, quel que soit A appartenant à A. Donc A est orthogonal à la partie engendrée par B, d'après ce qu'on a dit avant. Et ceci, quel que soit A appartenant à A. Donc, ça veut dire que quel que soit X appartenant à cette partie-là, X est orthogonal à A. Quel que soit A appartenant à A. Donc, X est orthogonal, quel que soit X appartenant à la partie engendrée par B, X est orthogonal à A. Donc, ça veut dire que X est orthogonal à grand A, quel que soit X appartenant à la partie engendrée par B. Et ça implique que X est orthogonal à la partie engendrée par A. Puisque c'est... D'accord? Donc, X est orthogonal à la partie engendrée par A, quel que soit X appartenant à la partie engendrée par B. Ça dit exactement que la partie engendrée par A est orthogonale à la partie engendrée par B. Définition, si A est une partie non vide de E, A orthogonal désigne l'ensemble des X qui sont orthogonaux à A. Et comme dire que X est orthogonal à A, ça équivaut à dire que X est orthogonal à la partie engendrée par A, eh bien c'est égal à ça. Donc c'est égal à l'orthogonale de la partie engendrée par A, et on va démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. Soit une partie non vide de l'espace vectoriel grand E, F une forme hermitienne sur E, alors l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel de E. Démonstration, f de vecteur nul A est égal à 0, quel que soit A appartenant à A. Donc le vecteur nul appartient à l'orthogonale de A, qui est donc non vide. Si x, y appartiennent à l'orthogonale de A et lambda appartient à C, on prend A appartenant à A, f de lambda x plus y virgule A est égal à lambda bar fxa il vaut 0, plus f de yk qui vaut 0 aussi, puisque x et y appartiennent à A orthogonal. Donc, f de lambda x plus y virgule A est égal à 0, quel que soit A appartenant à A. Donc, lambda x plus y appartiennent à A orthogonal, qui est donc bien un sous-espace vectoriel de E. F, une forme hermitienne sur E, c'est squilinéaire hermitienne, et AB, deux parties non vides de E. A inclus dans B implique B orthogonal inclus dans A orthogonal. A union B orthogonal est égal à A orthogonal inter B orthogonal. A est inclus dans l'orthogonale de A orthogonal. Bon, la démonstration est identique à celle qu'on a fait avec les espaces préhibbertiens réels, je ne la fais pas. Remarque, l'orthogonale du vecteur nul est égal à E, car f de 0x est égal à 0, quel que soit x appartenant à E. Si f est une forme sesquilinéaire hermitienne et que f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E, f est inclus dans orthogonale de f orthogonale, c'est pareil que ça. L'orthogonale de f plus g est égal à l'orthogonale de f inter l'orthogonale de g, et f orthogonale plus g orthogonale est inclus dans f inter g orthogonale. Même démonstration qu'avec les espaces préhibbertiens réels. Si f est une forme sesquilinéaire hermitienne et f, g, deux sous-espaces vectoriels de E, on dit qu'ils sont totalement orthogonaux si f est égal à g orthogonal et g est égal à f orthogonal. Définition, soit f une forme sesquilinéaire hermitienne sur le C espace vectoriel grand E. Le noyau de f, c'est qu'Rf, c'est l'ensemble des x orthogonaux à tous les éléments de E, donc c'est l'orthogonale de E. On dit que f est non dégénéré si qu'Rf est réduit à 0, c'est-à-dire orthogonale de E égale réduit au vecteur nul, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que f de x, y égale 0, quel que soit y appartenant à E, est 0. On dit qu'un vecteur x de E est isotrope si f de xx égale 0, c'est-à-dire phi de x égale 0, ce qui équivaut à dire que x est orthogonal à x. Et on dit qu'un sous-espace f de E est isotrope s'il existe x différent de 0 appartenant à f tel que x est orthogonal à f. Autrement dit, x différent de 0 et x appartient à f inter f orthogonal. On dit que f est une forme positive si phi de x est supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à E, c'est-à-dire f de xx supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartenant à E. On dit que le C espace vectoriel grand E est préhilbertien complexe
s'il est muni d'une forme sesquilinéaire hermitienne petit f non dégénérée et positive. Si de plus E est de dimension finie n supérieure ou égale à 1, on dit que E est un espace hermitien. Un exemple d'espace pré-hilbertien complexe, c'est L2 de C, ensemble des suites Xn vérifiant ça. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites complexes. En effet, la suite nulle vérifie ça. Si lambda appartenant à C et Xn, une suite de L2, lambda Xn en module au carré est égal à ça. Et comme ça, c'est convergent. L'autre aussi, il y a égalité. Si Xn, Yn appartiennent à L2, module de Xn plus Yn au carré, j'applique l'inégalité triangulaire. C'est inférieur ou égal à module de Xn plus module de Yn au carré. Je développe. Et puis je dis que ça, c'est inférieur ou égal à ça. Ça, pour le démontrer, il suffit de considérer module de Xn moins module de Yn au carré et de le développer. Donc, on a ça. Et comme c'est positif et que là, ça converge, la série est convergente. Produit scalaire, il est défini comme ça. Parfaitement défini, car le module de ça, c'est égal à ça, inférieur ou égal à ça. Comme ça, c'est positif et que ça converge. Elle est donc absolument convergente. Somme de Yn bar Xn de 0 à P, c'est pareil que le conjugué de somme de 0 à P des conjugués, c'est-à-dire de Xn bar, pardon, Yn. Voilà, il y a une erreur. Et somme de 0 à plus infini des Xn bar Yn convergente. Donc, l'autre va être convergente et les deux limites vont être conjuguées. Donc Yx est égal à conjugué de Xy. Donc elle était sesquilinéaire et là elle était hermitienne. Non, sesquilinéaire, je n'ai pas démontré encore. Alors je démontre maintenant. Donc je considère ça et je développe ça. Et on a vu que ces deux séries-là sont absolument convergentes. Donc l'autre va converger. Évidemment, la série de la somme est égale à la somme des séries. Donc on a ça. Voilà, donc là on a un espace pré-hilbertien complexe, puisque c'est une forme sesquilinéaire hermitienne définie positive. Alors maintenant, autre exemple, deux autres exemples mais qui sont pareils. E égale C de x, l'ensemble des polynômes sur C, à coefficient dans C, avec ce produit scalaire, qui est une forme sesquilinéaire hermitienne évidente, la linéarité par rapport à P, celle par rapport à Q. Puis si on échange P et Q, évidemment, on trouve des résultats conjugués. PP est égal à ça, module de ça, supérieur ou égal à 0, et nul si ça est égal à 0, parce que les polynômes sont continus. Donc P de t égale 0, quel que soit t appartenant à 0, ça veut dire qu'il y a une infinité de racines, donc ça veut dire que le polynôme est nul. Autre exemple, E égale l'espace des fonctions continues sur 0, moins à valeur dans C. Bon. On définit le produit comme ça, et c'est pareil que l'autre en fait. D'ailleurs, c'est sesquilinéaire et hermitienne évidente. La linéarité, donc c'est fait. Et puis ça, c'est exactement mot pour mot la même chose que ça. Donc là, on a des exemples de deux autres espaces pré-hilbertiens complexes. Soit F une forme sesquilinéaire hermitienne positive sur le C espace vectoriel grand E. On a l'inégalité de Schwartz, module de f de xy est inférieur ou égal à racine de phi de x phi de y, et celle de Minkowski, racine de phi de x plus y est inférieure ou égale à racine de phi de x plus racine de phi de y, quel que soit xy appartenant à E. Donc ce sont les pendants des deux mêmes inégalités qu'on avait avec le produit scalaire. Démonstration. On considère le polynôme P de t égale phi de tx plus y, où t appartient à C, xy appartient à E. Phi, évidemment, c'est la forme quadratique associée à f. P de t est égal à phi de tx plus phi de y plus 2r partie réelle f de t x y, ça c'est une formule qu'on avait vue, ce qui nous fait
module de t au carré phi de x plus phi de y plus 2 partie réelle de t bar f de xy. Parce que là j'ai sorti le t de f. C'est pour ça qu'il y a t bar. F de xy, c'est un nombre complexe qui peut s'écrire r exponentielle θ avec r supérieur à réel supérieur ou égal à 0, θ appartenant à r. On prend t, on choisit t en fonction de ça. On choisit t égale lambda exponentielle θ. Et comme ça, t bar f de xy peut faire lambda exponentielle moins iθ r exponentielle θ, c'est-à-dire lambda r. Et on a appelé de t, n'oublions pas, qu'il doit toujours être positif, puisque c'est ça, et que la forme est positive. Donc lambda 2, oui, parce que du coup, le module de t, c'est lambda. Donc lambda 2 phi de x plus phi de y plus, alors ça devient quoi? Ça devient 2 lambda r. Il doit toujours être positif, quel que soit lambda appartenant à r. Ça appartient à r. R appartient à r, tout est réel là-dedans. Donc on a un polynôme en lambda, toujours positif. Supposons que phi de x soit différent de 0. À ce moment-là, le discriminant doit être négatif. Donc on doit avoir ça. Et comme r, c'est module de f de xy, ça nous donne ça. Si phi de x est égal à 0, alors ça nous fait que ça est supérieur ou égal à 0, quel que soit lambda appartenant à r. Alors r est égal à 0. Sinon, en prenant lambda égale moins 1 moins phi de y sur r, donc quand j'ai multiplié r par lambda, il va rester ça, et multiplié par 2 moins 2 phi de y plus phi de y. Ce qui fait moins 2 moins phi de y. D'accord? Et c'est négatif. Donc, r va être égal à 0, puisqu'on ne veut pas que ce soit négatif. Donc, r est égal à 0. Et donc, du coup, ça, c'est égal à 0, et c'est égal à phi de x, phi de y. Et donc, on a toujours ça. Et donc, on a toujours ça. Maintenant, je rappelle que partie réelle d'un nombre complexe z, c'est toujours inférieur ou égal à module de z. Donc, partie réelle de f de xy est inférieure ou égal à module de f de xy. Phi de x plus y, c'est phi de x plus phi de y plus 2 parties réelles de f de xy. Donc, c'est inférieur ou égal à ça, plus, alors, f de xy, lui, il est inférieur à ça. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? C'est racine de phi de x plus racine de phi de y, parce qu'ils sont positifs, c'est pour ça que j'ai le droit de faire ça, au carré, d'accord? Donc, j'ai ce truc-là qui est positif et qui est inférieur ou égal à ce truc-là qui est positif. Donc, sa racine, ce truc-là, va être inférieur ou égal à racine de phi de x plus racine de phi de y, et je tombe sur une cosine. Forme sesquilinéaire hermitienne définie. Si phi de x égale 0 implique x égale 0. Alors, f est non dégénéré, c'est un grand classique. Sinon, il existerait x différent de 0, tel que f de xy égale 0, quel que soit y appartenant à e. Donc, en particulier pour y égale x. Et donc, comme elle est définie, ça impliquerait que x égale 0. Donc, on a une contradiction. Donc, f défini implique f non dégénéré. Maintenant, si f est sesquilinéaire hermitienne positive, alors f non dégénéré équivaut à f défini. Alors ça implique ça, on l'a déjà vu, donc il faut démontrer ça implique ça. Supposons phi de x égale 0. Comme on a l'inégalité de Schwartz, on a ça, qui implique que ça va être nul, puisque ça est nul. Donc ça fait f de xy égale 0, et ça je l'avais quel que soit y appartenant à e. Donc, comme f n'est pas dégénéré, ça implique que x égale 0. Donc j'ai phi de x égale 0 qui implique x égale 0. Donc f est bien défini. Et c'est terminé. Conclusion. F est une forme sesquilinéaire hermitienne positive sur le C espace vectoriel E. Alors, E est un espace pré-hilbertien complexe si et seulement si f est défini, ce qui équivaut à dire que f est non dégénéré. Alors là, je fais le point sur ce qui se passe quand le corps est R. Donc là, c'est-à-dire que ça débouche sur les espaces euclidiens. Et puis là, sur les espaces hermitiens, quand le corps est C. On parle de forme bilinéaire. Ici, on parle de forme sesquilinéaire. C'est-à-dire que ici, il y a linéarité par
par rapport à chacune des deux composantes. Ici, linéarité par rapport à la deuxième, mais semi-linéarité par rapport à la première. Symétrie. Hermitienne. D'accord. Forme quadratique. Alors ça, c'est pareil que ça. Alors ça appartient à R ici parce que on suppose qu'elle est hermitienne. Là aussi, on ne parle pas de forme quadratique quand c'est pas symétrique. Donc parler de forme quadratique, c'est avec une forme bilinéaire symétrique. Et ici, avec une forme sesquilinéaire hermitienne. Positive, pareil. Définie, c'est pareil. Non dégénéré, c'est pareil. Hein. On parle de produit scalaire euclidien quand c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive, et de produit scalaire hermitien quand c'est une forme sesquilinéaire hermitienne définie positive. On parle d'espace pré-hilbertien réel, si c'est un R espace avec un produit scalaire euclidien, et on parle d'espace pré-hilbertien complexe, si c'est un C espace avec un produit scalaire hermitien. On parle enfin d'espace euclidien quand c'est un espace pré-hilbertien réel de dimension finie, et d'un espace hermitien quand c'est un espace pré-hilbertien complexe de dimension finie. Et on parle d'espace de Hilbert quand c'est pré-hilbertien complexe et complet pour la topologie de la norme euclidienne hermitienne. Le théorème de Pythagore, qu'on avait déjà vu dans le cadre euclidien, E pré-hilbertien complexe, ici, xy appartenant à E, eh bien, si x, si le vecteur x est orthogonal au vecteur y, alors phi de x plus y est égal à phi de x plus phi de y. Mais la réciproque est fausse, alors qu'elle était vraie dans un espace pré-hilbertien réel. Démonstration. On a cette égalité qu'on a déjà vue. Et là, si x est orthogonal à y, f de xy est égal à 0, donc sa partie réelle est nulle. Et donc, phi de x plus y égale phi de x plus phi de y. On comprend bien que la réciproque est fausse, parce que il se peut que cette partie réelle soit nulle, alors que f de xy est différent de 0. Alors on va donner un exemple, avec E égale c carré, qui est un C espace. Donc je prends deux éléments u de E, de coordonnées xy pour u, x', y' pour u', et j'ai f de u' qui est défini comme ça. Alors c'est semi-linéaire en u, puisqu'il y a des... Ici on voit x bar et puis y bar, c'est-à-dire des conjugués. C'est linéaire en u', il n'y a pas de conjugué. Et donc elle est sesquilinéaire, et puis f de u', c'est égal à ça, et donc c'est le conjugué de f u'. Elle est donc hermitienne. F de uu est égal à x bar x, c'est-à-dire norme de x au carré, enfin pas norme de x, mais module de x au carré, plus ici module de y au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Et si c'est nul si et seulement si module de x égale module de y égale 0, ce qui équivaut à dire que x égale y égale 0, ce qui équivaut à dire que u est égal à 0. Donc elle est définie positive. C'est un produit scalaire hermitien. Si je prends u de coordonnées 1, 1 et u' de coordonnées i0, je vais avoir f de u' qui est égal à 1 bar, c'est-à-dire 1 fois i, donc ça fait i, plus 1 fois 0, c'est-à-dire donc que ça fait i. I est différent de 0. Mais la partie réelle de i, elle est nulle là. D'accord? Voilà, donc c'est un contre-exemple. Soit f une forme sesquilinéaire hermitienne de matrice A dans une base B du C espace vectoriel E de dimension n supérieure ou égale à 1. Alors f non dégénéré si et seulement si déterminant de A est différent de 0. Le noyau de f c'est l'orthogonale de E, c'est l'ensemble des x appartenant à E tel que f de xy égale 0 quel que soit y appartenant à E. Dire que x appartient à l'orthogonale de E, ça équivaut à dire, avec les notations habituelles, que tx bar AY est égal à 0 quel que soit y. Tx bar fois A, bon, x bar c'est une matrice colonne, donc une matrice n1, donc tx bar c'est une matrice 1n multipliée par
A qui est n, c'est une matrice 1n, donc c'est quelque chose comme ça. Et Tx bar à Y, c'est donc ça. Et donc, si ça c'est égal à 0, en prenant YI égale des 0 partout, sauf en I où je mets 1, ben, je vais obtenir tout de suite que alpha I égale 0, quel que soit I, allant de 1 à n. Donc, Tx bar AY égale 0 implique que Tx bar A est égal à 0. Et la réciproque est évidente, parce que si Tx bar est égal à 0, c'est une ligne de 0, multiplié par Y, ça fera 0. Donc X appartient à orthogonale de E, équivaut à Tx bar fois est égal à 0, et donc comme A, alors comme j'ai à faire une forme sesquilinéaire hermitienne, je peux remplacer A par Ta bar, et donc ça équivaut à dire que TAX bar est égal à 0, donc AX bar est égal à 0, et donc AX est égal à 0. Voilà. Donc en fait, l'orthogonale de E est égal à 0, ça équivaut à dire que le noyau de A est égal à 0, ce qui équivaut à dire que A est inversible, ou encore que le déterminant de A est différent de 0. Les valeurs propres d'une matrice hermitienne A sont réelles. Alors, je vais expliquer ça pourquoi. Son polynôme caractéristique, c'est donc PA de x égale pi de 1 à n des lambda i moins x, où les lambda i appartenant à R, appartiennent à R. Alors, c'est un polynôme qui est scindé. Alors, pourquoi ça? Bien, le corps, c'est C. Donc, PA de x, c'est déterminant de A moins x identité, il est scindé dans C, et donc il va être comme ça, avec lambda i appartenant à C. Mais nous, on va montrer que les lambda i sont en fait des nombres réels, soit lambda une valeur propre. Et il existe un vecteur propre, x différent de 0, tel que ax égale lambda x. Donc a bar x bar est égal à lambda bar x bar. Tx bar ax va être égal à tx bar, comme a est égal à ta bar x, c'est-à-dire t ax bar. Donc t, alors a bar, alors ax bar, c'est-à-dire a bar x bar, hein, qui vaut lambda bar x bar. Donc je remplace ça par lambda bar x bar. Donc ça fait, je peux sortir le lambda bar, et ça fait tx bar x. Et tx bar ax, oui, il est égal à tx bar lambda x, puisque ax est égal à lambda x, je mets la lambda devant, ça fait lambda tx bar x. Donc comme ça, comme c'est la même chose, hein. Donc ça veut dire que ça est égal à ça, et donc on a ça. Et comme x est différent de 0, le tx bar fois x, qui est une somme des valeurs des modules de xk au carré, il est positif, puisqu'il n'est pas nul, puisque x est différent de 0. Donc lambda bar moins lambda est égal à 0, quelle que soit la valeur propre lambda, ce qui veut dire que toutes les valeurs propres sont réelles. Donc du coup, dans ce polynôme scindé, avec au départ des valeurs propres censées être dans C, on se retrouve avec des valeurs propres qui sont dans R. Donc j'ai bien ça. En définition, le rang d'une forme sesquilinéaire hermitienne C dans un C espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 1, c'est rang F égale dimension de E moins dimension de E orthogonale. Alors, et ça, c'est le rang de A. Démonstration, on a vu que x appartient à E orthogonale, ça équivaut à x appartient à quart de A. Alors si on prend l'application phi qui est à x, donc j'écris le vecteur x dans la base, associe la matrice colonne, c'est un isomorphisme évidemment de E vers Cn, et on a phi de E orthogonale qui est égal à quart A. D'accord? Puisque x appartient x appartient à E orthogonale équivaut à x appartient à quart. Donc on a phi de E orthogonale qui est égal à quart, et donc dimension de E orthogonale, ça va être la dimension de noyau de A. C'est-à-dire le rang, donc le rang de la matrice F va être égal à n moins dimension de quart A, et ça c'est quoi? Ben ça c'est le rang de la matrice A. Et donc c'est gagné. Soit F une forme sesquilinéaire hermitienne sur un espace, un C espace vectoriel E de dimension n supérieure ou égale à 1. B, une famille de n vecteurs, est une
base orthogonale de E si c'est une base, et si pour I différent de J, EI est orthogonal à EJ. Alors si I est différent de J, f de EI est égal, EI EJ est égal à 0, donc la matrice est diagonale, d'accord? AKK est égal à f de EK, qui peut éventuellement être nul. De plus, TA bar est égal à A, donc les AKK conjugués de AKK est égal à AKK, donc AKK est réel. Ce qui est vrai d'ailleurs dans une base quelconque, avec une matrice hermitienne quelconque, on a toujours les termes diagonaux qui, pour cette raison-là, sont réels. Enfin, si x s'écrit comme ça dans la base, f de xx, qui est égal à t, x bar à x, va être égal, donc la somme de 1 à n des AKK, xk bar multiplié par xk, c'est-à-dire somme des AKK module de xk au carré. Alors la partie de B est formée des P vecteurs isotropes, P vecteurs isotropes, donc entre P est entre 0 et n, engendre orthogonale de E, et rang de F est égal à rang de A, est égal à n moins P. Démonstration, si EI est isotrope, f de EI est égal à 0, mais P est une base orthogonale, donc f de EI EK est égal à 0 dès que K est différent de I. Donc en fait, EI est orthogonal à EJ, quel que soit J allant de 1 à n. Donc I appartient à l'orthogonale de l'espace engendré par EI-EN, donc à E orthogonal. Donc la dimension de E orthogonale, c'est supérieur ou égal à P, puisque ça c'est vrai pour chaque vecteur isotrope. Mais il y a n-p vecteurs qui ne sont pas isotropes, et pour cela, AKK est différent de 0. Donc le rang de F va être égal, le rang de A va être égal à n-p. Et donc, comme le rang de F c'est n moins dimension de E orthogonale, ben, ça fait que dimension de E orthogonale est égale à P. Et donc, comme dimension de E orthogonale, on savait que c'était supérieur ou égal à P, là on vient de voir que c'est égal à P. Donc, E orthogonale est engendré par les P vecteurs isotropes de B, et le rang de F est égal à rang de A, est égal à n-p, d'après ce qu'on vient de voir. Remarque, E orthogonal n'est pas nécessairement engendré par l'ensemble des vecteurs isotropes de E, car x différent de 0 et f de xx égale 0, n'implique pas que f de xy est égal à 0, quel que soit xy appartenant à E.